En 1988, Mitterrand est réélu, mais on ne se fait plus d'illusions. Nous sommes les premières victimes du chômage. On est la première génération black-blanc-beurre à débarquer dans les casernes. Les gradés, marqués par leur passé colonial, ont bien du mal à nous intégrer. Je suis issu d'une famille de 6 enfants. Je suis le 5e, je suis l'avant-dernier. Je suis le fils d'un immigré, la 2e génération des enfants nés en France. Et à 18 ans, j'ai été recensé et par l'armée française et par l'armée algérienne. Donc voilà, c'était ou l'enfer en Algérie dans les casernes, ou un mauvais moment à passer, enfin tel que je me représentais l'armée à l'époque, en France, quoi. Vincennes, 7h du matin. Vous présentez votre convocation? D'accord. Vous déposez votre sac à la consigne? D'abord, je vous souhaite la bienvenue au nom du chef de corps. Et je vais vous parler des 2 demi-journées que vous allez passer parmi nous. Quand j'ai fait mes 3 jours, on ne sait pas où est-ce qu'on va encore. On fait juste le choix de l'armée de terre, de l'air, puis on fait des tentatives pour y échapper, on allait revoir le psychologue, etc. Bon, moi, ça n'a pas marché. À l'époque, je voulais pas faire mon armée, quoi. Moi, je pensais plutôt à être P4, etc. J'ai pas fait d'efforts, quoi. Et pourtant, je leur ai expliqué que ma mère, elle allait partir, que j'allais me retrouver à la rue, etc. Je savais pas quand est-ce qu'elle partait, mais il n'y a rien à faire. Donc, je reçois mon ordre, mon ordre d'incorporation pour Sarrebourg, qui est une petite ville à la frontière allemande, française et luxembourgeoise, quoi. Quand je suis arrivé, il me semblait que tout était en place pour incorporer les enfants issus de l'immigration comme tout citoyen français. Très vite, une personne qui était dans les bureaux me faisait comprendre, fais attention, le capitaine il t'aime pas trop, il me dit des choses qui sont pas trop bien pour toi, quoi. En me parlant de ma couleur, il m'appelait le bouc, etc., quoi. Plein d'allusions à mon physique. Et surtout quand revient le printemps. Moi, je suis caporal, donc je suis entre le sergent et mes copains 2e classe. Il me transmet des ordres que je leur transmets, donc j'avais souvent affaire à lui. Et en ayant affaire à lui, c'est là que j'ai vu qu'il ne se cachait pas de son racisme. C'est-à-dire qu'il me l'a ouvertement dit, je suis raciste. Lors d'une conversation d'un footing du matin, il m'a traité de bougnoul, enfin interrogé sur mes origines et conclu que ouais, finalement t'es un bougnoul aussi. Enfin. L'armée, elle vient, à ce moment-là, peut-être que c'était confus pour moi, mais je crois, après réflexion, que ça vient mettre un point, confirmer cette idée que je suis bien citoyen français, que même si ça ne plaît pas à ma mère, mais que mon père a trouvé plus pertinent pour nous, pour moi, de faire l'armée en France, pour une question pratique pour lui, mais pour moi, ça venait rejoindre l'idée que voilà, je suis français d'origine algérienne par mes parents et voilà, ça mettait un point final à mes questions, même si à l'époque j'étais contre l'armée, la manipulation des armes et tout ça, quoi. Là, c'est moi, je sais pas si on arrive à me voir, sur un VAB, tireur de Zou-7, c'est une mitrailleuse. Je devais tirer sur le char qu'on voit un peu au loin. J'étais en train de devenir de plus en plus dur, quoi. Et on m'écrivait des lettres, je répondais pas. Un jour, le colonel il vient pour me parler. Et on commence à discuter, et puis il me dit directement tu veux pas t'engager? J'ai appris que tu étais sans domicile fixe, et tu sais que tu as droit à une prime. Alors il m'a parlé de VSL. Je dis c'est quoi VSL? Il m'a dit c'est volontaire service long. Est-ce que tu veux signer un volontaire service long? J'ai réfléchi, je lui ai dit pourquoi pas. Attention aux armes. Là vous êtes 3, 4. Imaginez qu'il y a une grenade qui arrive. Je tombe là. Qu'est-ce qui se passe? Combien de morts? 1 ou 3? On est bien d'accord. Donc faites attention à ça surtout. Hein. Ce qui était réel dans les exercices, c'est qu'on avait des gilets électroniques sur nous, sur le corps et sur le casque. On tirait évidemment avec des cartouches à blanc, mais au bout du FAMAS, il y avait une sorte de capteur à infrarouge. Quand on tirait, si on était touché,
Quand on tirait, le capteur l'envoyait un faisceau, et si tu étais touché, ton gilet il sonnait. Ça faisait un son aigu strident, et on ne pouvait pas l'arrêter. Et c'était un sergent qui venait, qui dit « Voilà, toi t'es mort, tu vas sur le côté ». Et j'ai vu, en combat urbain, une section disparaître en... À l'époque, j'aurais eu un ordre, je l'aurais fait sans réfléchir. On me dit, toi, voilà, tu vois, le groupe de tir, j'aurais tiré, sans réfléchir. Un jour, j'ai failli me mettre une balle dans la tête. J'étais dans ma chambre, j'avais récupéré 2 balles de FAMAS. J'ai mis la balle dans la culasse et j'étais prêt à tirer tellement j'étais à bout. J'ai mis combien de temps? J'ai mis 10 ans au moins. 10 ans au moins à me sortir de là. À la fin des années 80, c'est toujours la guerre froide. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la France et les Alliés maintiennent des troupes en Allemagne. Faire son service à Berlin, c'est se retrouver en première ligne, face à l'armée rouge. Quand on arrive là-bas, comme Hervé et Dan, on a vraiment l'impression de faire son service en temps de guerre. Au petit matin, là, le train traverse toute l'Allemagne et donc arrivé à la frontière est-allemande, on vous demande de fermer les rideaux. Donc c'est le bloc de l'Est qui est là et donc c'est en pleine guerre froide. Et donc au petit matin, on peut ouvrir les rideaux et là je vois le mur. Donc on est tout de suite plongé dans l'ambiance. J'ai demandé l'armée de terre pour avoir le plus de chances d'être à Blois. J'ai reçu donc un petit papier un jour, un beau matin, et je ne sais pas pourquoi, j'ai caché la destination. Et j'ai découvert la première lettre, c'était un B. Donc oui, j'étais content. Un E. Et là j'ai pensé au gendarme qui fait des fautes de frappe avec ses 2 petits doigts maladroits. Et je me suis dit, ah, pauvre militaire, 3e lettre R. Et là, j'ai compris en un éclair que c'était plus Blois. J'ai enlevé la main, j'ai vu Berlin. Donc, j'étais pas pistonné pour dessous. Et là, le monde vous tombe sur la tête. Dans cet apprentissage des 3 premières semaines, un officier et un sous-officier nous ont amenés près du mur pour nous montrer ce qu'était le mur, qui n'était pas un simple mur posé, c'était toute une architecture qui empêchait les gens de passer. On découvre les croix de tous les gars qui sont tombés en passant le mur. Le dernier mort sur le mur, il est tombé en février 89. Ah bon? Et puis après, on vous dit en face, c'est des ennemis, c'est les rouges, c'est les Allemands de l'Est, c'est les Russes. Ils rigolent pas. Le long du mur, ils sont pas là pour rigoler non plus. Quand je suis parti pour Berlin et le mur, pour moi, le mur était quelque chose d'immuable. Enfin, on ne pensait pas qu'il tomberait demain. Du reste, même la fin de la guerre froide, on ne l'imaginait pas. Et si on l'imaginait, on ne l'imaginait pas dans un dénouement aussi heureux. Ça, c'est Checkpoint Charlie. Ouais, puis là, l'église cassée, quoi. Ouais. Donc là, c'est mon anniversaire. Donc ils m'avaient amené au foyer. Il y en avait un ou deux qui m'avaient amené au foyer pour me payer un coup. Puis pendant ce temps, ils avaient fait une collecte pour acheter quelques bouteilles. Puis on a fêté ça. Et ça, c'est peut-être un des meilleurs anniversaires que j'ai eu parce que je m'y attendais pas du tout, quoi. Donc c'était vraiment super sympa. Puis là, c'est quelques photos le 10 novembre, enfin le lendemain. Hein. Voilà, avec les gens qui tapent sur le mur. Donc on a récupéré nos bouts de mur. Donc le mur tombe entre 22h et 23h30. On sort du métro, on passe devant le Reichstag, on entend une euphorie. On voit au loin des gens qui étaient sur le mur. Normalement, 20 ans après, c'est bon, je risque plus rien. J'ai fait partie des derniers Français à être donc sous statut de gouvernement militaire à Berlin. C'est la chute du mur qui précipite la fin du service. Ils sont où nos ennemis maintenant? Le discours de l'armée sur la défense du pays ne passe plus dans une Europe où les frontières disparaissent. On vote pour la monnaie unique, on part étudier en Espagne ou en Italie grâce à Erasmus.
Les techniques militaires modernes, le matériel sophistiqué ne justifient plus notre présence dans les casernes. La durée du service est ramenée à 10 mois, et on le sent bien, 250 000 gugus à jouer aux petits soldats dans les casernes, ça coûte trop cher. 95-96, c'est terminé, la guerre froide est terminée, il n'y aura plus de mobilisation, on ne sera jamais envahi, c'est fini quoi. Donc ça ne sert plus à rien, mais eux ils ne le savent pas encore, ils sont encore dans cette dynamique-là. Donc on veut nous couper de notre milieu, on veut nous couper de nos valeurs, de tout ce qu'on a appris, pour voilà, on va vous formater pour être des soldats, pour apprendre à obéir, quelle que soit la raison. J'ai le souvenir d'un adjudant qui était lui sympathique et qui nous disait de faire un truc. On allait faire là-bas, et puis là, il y avait un autre gradé qui nous disait non, il faut aller là-bas, etc. Bon, alors on y retourne. Et l'adjudant nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit de faire ça. Ah oui, mon adjudant, on nous a dit de faire ci, on nous a dit de faire ça. Le copain dit, c'est un con. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Qu'est-ce que vous voulez répondre à un truc aussi dément, aussi absurde, quoi. Et c'est cette année-là que Jacques Chirac a mis fin justement au service militaire. Et moi, je me souviens très bien du discours télévisé que j'ai vu à la météo où j'étais. Donc j'ai vu ça avec les gradés, donc il annonçait ça, donc ça a été... je pense que on le savait, quoi, ça devait s'annoncer, mais enfin, ça a été, voilà, c'était officiel. Il faut que la France soit capable de projeter à l'extérieur un nombre significatif d'hommes, 50 à 60 000 et non pas 10 000, comme c'est le cas aujourd'hui, dans des conditions rapides et organisées. Alors si nous voulons rassembler tout cela à une défense moderne, nous constatons à l'évidence que cela ne peut se faire que dans le cadre d'une armée professionnelle. Et donc, je fais une réforme qui conduit la France à avoir, dans 6 ans, parce que c'est une réforme longue, une armée professionnelle. Et je me souviens très bien de la conversation entre 3-4 gradés qui étaient là, qui disaient quand même, tu te rends compte, enfin voilà, c'est fini quoi, il n'y a plus d'appelés. Et il y a un des gradés qui dit, et qui le dit, mais spontanément, qui le dit vraiment. Et il le dit, mais qui va faire le ménage? C'est l'acquis pour le service. Sa suppression n'a même pas fait débat. Le bruit des canons a été remplacé très simplement par les rythmes de la techno. Les anciens terrains de manœuvre accueillent maintenant, quoi? Des rêves partis, où nos petits frères des années 2000, habillés en treillis, viennent s'éclater. Ah bon? Oui. Pourquoi pas? Je trouve vraiment bien que ce genre de service militaire n'existe plus. Alors là, cette école de l'imbécilité, ça va, on n'a pas plus. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas besoin d'apprendre ça. On nous apprenait à aimer notre pays. D'ailleurs, on voyait à bord, c'était marqué partout, honneur, patrie, discipline. Ça marque. Et je pense que pour un certain nombre de gens qui sont un petit peu sans repère aujourd'hui, et je reviens bien sur la notion de sans repère, à qui c'est la faute, je ne le sais pas, il y avait l'armée à un moment, vous donnait au moins un certain nombre de repères pendant un temps. Je pense à mon fils, bon maintenant il est trop tard, il est trop âgé, mais s'il avait fait un service militaire ou un truc du genre service militaire, ça lui aurait fait du bien. Je ne vois pas l'utilité de faire l'armée. Surtout que je ne suis pas sûr qu'on soit formé et qu'on soit capable de se battre après ça. Donc, quant à faire, à utiliser des jeunes gens pendant 1 an, eh ben, je pense que ce serait mieux, finalement, de les faire travailler dans un domaine qui est leur compétence. Ça leur permettrait de rencontrer d'autres gens, d'autres niveaux, d'autres horizons, d'autres mentalités, d'autres cultures. Et ce serait la seule façon qu'ils auraient de sortir des jupes de leur maman pendant 1 an ou 2, ou 18 mois, comme on a fait nous, parce que le fait de rester toujours à la maison, c'est pas bon.